Et je dois dire qu'on avait beaucoup de plaisir aussi. On avait un sentiment collectif d'être forte, de pouvoir changer les choses. C'était une période où la société changeait. Je suis Lynn Chamberlain, j'ai 69 ans. Je m'identifie comme femme, lesbienne et féministe. Je sais que certaines personnes trouvent que c'est un peu un pléonasme de dire femme et lesbienne, mais pour moi, c'est quand même important de m'identifier par solidarité avec l'ensemble des femmes. Et sinon, je suis sociologue de formation et je suis chercheur actuellement sur les discriminations envers les personnes LGBT ou sur ce qu'on appelle aussi souvent les LGBT-phobies, c'est-à-dire homophobie, lesbophobie, biphobie et transphobie. D'abord, il faut dire que moi, j'ai commencé à être lesbienne ou à aimer des femmes dans les années 70. C'était une période fort excitante en termes de mouvements sociaux, difficile par certains côtés, mais en même temps très dynamique pour ce qui est des mouvements sociaux. Et comme j'étais sociologue et donc intellectuelle de formation, j'étais impliquée dans les mouvements sociaux. J'ai enseigné la sociologie dans un collège pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des lesbiennes parce qu'on avait beaucoup de discussions entre nous. On avait beaucoup de discussions sur ce que ça signifie être lesbienne. Est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire? Est-ce que c'est quelque chose d'abord de politique ou plutôt de sexuel? Et puis, tous ces questionnements m'ont amené à m'interroger sur l'expérience des femmes lesbiennes qui m'avait précédée dans les années 50-60. Alors, j'ai donc fait une thèse de doctorat sur l'expérience des femmes lesbiennes à Montréal dans les années 50-60, à une période, en fait, où il n'y avait pas ces mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mouvements féministes, il n'y avait pas le mouvement gay, il n'y avait pas le mouvement des lesbiennes, donc à une période où chacune devait trouver des façons d'arriver à vivre son lesbianisme avec peu d'appui, tandis que moi, dans ma génération, pas toutes les lesbiennes, mais moi, dans mon parcours, j'avais toujours l'impression d'avoir une gang avec moi, d'avoir d'autres féministes avec moi, d'autres lesbiennes, d'avoir d'autres gays. Il y avait des côtés difficiles, mais on était plusieurs à contester et manifester. Donc ça donne beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Et je dois dire qu'on avait beaucoup de plaisir aussi. On avait un sentiment collectif d'être forte, de pouvoir changer les choses. C'était une période où la société changeait. Maintenant, par la suite, je militais syndicalement, donc j'étais active dans mon syndicat et à un certain moment, il y a eu une formation d'un comité de gays et de lesbiennes. Et puis là, on a fait une toute petite recherche, c'est-à-dire qu'on a demandé à des délégués syndicaux s'ils avaient déjà observé ou été témoins de discrimination. C'est vraiment le terme qu'on a employé. Et là, ça a suscité des réactions. Il y a des gens qui ne voulaient rien savoir de participer au sondage ou qui ont écrit des trucs comme « va chier » ou qui, tout en nous regardant dans les yeux, déchiraient la feuille. Et là, on voyait que vraiment, il y avait de la résistance. Et en même temps, il y avait des histoires très, très, très tristes. Celle dont je me suis toujours souvenue, c'est un ouvrier qui était délégué syndical et qui raconte en quelques lignes qu'il n'a pas pu aller à l'enterrement de son conjoint. Son conjoint était décédé du sida parce que les couples n'étaient pas reconnus. Non, ça se peut pas là, ça se peut pas qu'une personne puisse même pas assister au l'enterrement de la personne qu'elle a aimée. Puis ça m'a sensibilisée et amené éventuellement dans le cadre de ce comité-là, mais aussi plus tard, à m'intéresser beaucoup à la question des discriminations en milieu de travail. Moi-même, j'étais en couple à ce moment-là. Je cotisais dans mon régime de pension comme toutes les personnes. Sauf que moi, si je décédais, ma conjointe n'avait droit à rien. Et je trouvais que c'était une injustice.
En fait, j'ai développé les recherches d'abord à une petite échelle, à l'intérieur de la CSN, dans le comité des gays et lesbiennes de la CSN. Ensuite, j'ai commencé avec un petit projet parce qu'à l'UQAM, on avait fait appel à moi pour un projet qui était celui de l'accès des lesbiennes au centre de personnes âgées et le traitement ou l'accueil qu'on pouvait leur faire. Et c'était le réseau des lesbiennes du Québec qui avait cette préoccupation-là. Et ils avaient souhaité que ce soit une lesbienne qui fasse le projet. Et il n'y avait pas de chercheur lesbienne à l'UQAM, donc on est venu me chercher au Cégep Maisonneuve où je travaillais. Et puis de là, j'ai entrepris un autre projet assez modeste qui portait sur les lesbiennes qui sont dans des métiers manuels, non traditionnels. Donc, qui travaillent comme soudeurs, qui travaillent sur les trains, qui travaillent à différents métiers traditionnellement occupés par les hommes. Mais ce qui s'est passé parallèlement, c'est qu'il y a eu le groupe de travail mixte sur l'homophobie qui s'est mis en place à ce moment-là, où il y avait des représentants du gouvernement, des représentants des organismes communautaires et 2 chercheurs, Bill Ryan et moi-même. Et là, je me suis rendu compte de la dynamique extrêmement intéressante d'avoir à la fois des gens des organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui sont témoins des discriminations, des problèmes auxquels les personnes sont confrontées et qui peuvent en témoigner, mais souvent qui n'ont pas de données crédibles, probantes, scientifiques, donc des données avec tous ces termes-là. Et de l'autre côté, des chercheurs qui peuvent dire, ben oui, il y a eu des recherches, il y a plein de recherches, par exemple, sur le risque suicidaire, donc ils peuvent valider les observations. C'était une belle collaboration et ça portait ses fruits parce que le gouvernement, pour faire des politiques, il a besoin de données, il a besoin de recherche. Il ne peut pas faire ça à la demande comme ça et il a besoin de justifier son action publique. Alors, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une chaire de recherche sur l'homophobie, c'est-à-dire d'avoir une chaire de recherche qui s'intéresse aux problèmes, aux discriminations envers les personnes LGBT et qui peut ensuite aussi diffuser ces recherches-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les mentalités, les fonctionnements des institutions sont encore très imprégnés d'hétéronormativité. Comme femme, pour arriver à être lesbienne, il faut avoir des espaces de liberté. Il ne faut pas être sous la tutelle d'un père, d'un mari. Les jeunes lesbiennes profitent de ces changements-là. Je crois qu'elles ont beaucoup plus de liberté que nous, on l'avait dans les années 70. Bien, je pense que les jeunes lesbiennes ont moins de crainte par rapport à ce qui va se passer, à l'impact de leur lesbianisme sur le milieu de travail. En tout cas, dans bon nombre de milieux de travail. Pas dans tous, mais dans plusieurs milieux de travail, elles vont être moins craintives des répercussions possibles que ça peut avoir. Ou alors que s'il y a des répercussions, elles vont être plus outillées. Elles ont des droits, donc elles peuvent affirmer leurs droits. Et on remarque que même les jeunes lesbiennes demeurent quand même relativement discrètes dans leur milieu de travail. Et il y a des secteurs qui demeurent hostiles. Effectivement, il y a tellement de parcours, puis les situations évoluent, les âges aussi, les situations ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que tomber en amour puis avoir une peine d'amour, ça, c'est 2 moments forts. Puis c'est vrai que c'est des moments où souvent on va plus s'affirmer. Tomber en amour parce qu'on est en amour, ça paraît, ça bouleverse la vie, ça bouleverse les émotions. Et puis la peine d'amour parce que ça nous rattrape et puis c'est plus fort que nous aussi. Donc, c'est des moments, même que dans le milieu de travail, ce que j'ai pu voir, j'ai jamais posé de questions dans un questionnaire d'enquête, mais j'ai eu plein d'anecdotes qui disent que c'est des moments souvent de coming out parce que ça paraît, donc on ne peut pas conserver ça pour soi-même. Pour moi, l'objectif, mettons, ultime ou ma vision d'une société, c'est vraiment une société où il y a plus de liberté. Et dans ce sens-là, il faut qu'il y ait toujours maintenir une liberté de choix. Il ne s'agit pas seulement de proposer un autre modèle ou de s'intégrer à l'intérieur de la société, mais il faut toujours avoir plus de liberté.